Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Une société de fabrication de véhicules électriques s'installe à Glodibé dans la commune d'Abomey-Calavi. Le protocole d'accord a été signé ce mercredi au ministère de l'Économie et des Finances. Le rapport 2020-2021 sur la situation des droits de l'homme dans le monde a été rendu public ce mercredi par Amnesty International. Le compte rendu dans un instant. Et puis l'Union européenne est confrontée au casse-tête de la défiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca. La commissaire européenne à la santé appelle à parler d'une seule voix. Bienvenue à toutes et à tous. Signature du protocole d'accord consacrant l'installation de M-Auto Electric Mobility dans la zone industrielle de Glodjigbe au Bénin. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi 7 avril au ministère de l'Économie et des Finances en présence des parties impliquées. Le point avec Moriano Agoua et Jean-Baptiste Boko. M-Auto Electric Mobility est la toute première société à prendre place au sein de la zone industrielle de Glodjigbe. Le protocole d'accord a été signé en présence du ministre de l'Économie et des Finances et de sa collègue en charge de l'industrie et du commerce. Bienvenue au Bénin dans cette nouvelle zone économique et spéciale qui concrétise l'écriture de nouvelles pages industrielles dans notre pays. Cela reflète la confiance que les investisseurs mettent aujourd'hui au Bénin, compte tenu de tout ce que nous offrons pour la facilitation des installations industrielles et des échanges commerciaux. C'est le fruit de réformes importantes, structurelles et inédites qui nous ont amenés aujourd'hui à pouvoir assister à une signature aussi importante qui marque, comme je disais tout à l'heure, donc une nouvelle page. Pour Romea Douadagny, aucun effort ne sera ménagé pour que ce beau projet soit un succès. Nous nous sommes rencontrés il y a un mois. Je pense qu'on a parlé au téléphone, on vous a invité à Cotonou il y a un mois. Et dans l'espace d'un mois, on assiste en fait à la signature de ce protocole d'accord. Et la rapidité avec laquelle vous êtes venu au Bénin, vous avez regardé ce qui se passe et vous avez pris la décision, je voudrais que cette même rapidité accompagne maintenant l'exécution du projet pour que dans quelques semaines, nous voyions le début des travaux sur la zone industrielle de Glodjigbe. En tout cas, le gouvernement se tient à votre disposition pour vous accompagner et aucun effort ne sera ménagé pour que ce projet soit un beau succès. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous assistons aujourd'hui donc à la signature de cet accord entre M-Auto Électrique et donc la société de gestion donc de la zone industrielle de Glodjigbe. En fait, c'est également un plaisir parce que le Bénin se trouve aujourd'hui à une étape où, après 5 années consacrées essentiellement à améliorer l'image de notre pays, à travailler sur l'attractivité du Bénin et à lever les handicaps pour l'industrialisation de notre pays, nous nous trouvons aujourd'hui dans un nouveau cycle 2021-2026 où beaucoup d'efforts seront consacrés à l'industrialisation sélective de notre pays. Grâce à M-Auto Electric Mobility, des véhicules électriques flambant neufs seront mis sur le marché africain et international à partir du Bénin. Le rapport 2020-2021 sur la situation des droits humains dans le monde et au Bénin a été publié dans la matinée de ce mercredi par Amnesty International Bénin, occasion d'attirer l'attention sur les injustices qui concourent au non-respect des droits humains. Carole Olaye et Fiacre Voiton. Elle dénonce, défend et protège contre toutes sortes d'abus des droits humains. Conformément à ses prérogatives, Amnesty International Bénin a présenté à la presse ce mercredi le rapport 2020-2021 sur les succès et atteintes aux droits humains dans le monde, soit environ dans 171 à 150 pays. Au niveau mondial, le monde a été fortement secoué par la pandémie de Covid-19 dès 2020. Cette pandémie, ainsi que certaines des mesures prises pour lutter contre elle, a eu un effet dévastateur pour des millions de personnes. Elle a aussi révélé et parfois aggravé des abus et des inégalités enracinées dans nos sociétés
qui étaient parfois le fruit de discriminations fondées, entre autres, sur l'origine ethnique. Si dans le monde en 2020, les inégalités et injustices ont été amplifiées par la COVID-19, le Bénin n'en est pas épargné. Les violations de liberté d'expression et de réunion, des violences fondées sur le genre et des recours excessifs à la force ont été également enregistrés. Au Bénin, le droit à la liberté d'expression et le droit de réunion pacifique ont été indûment restreints. Des journalistes et des soignants ont fait l'objet de poursuites injustifiées, d'actes de harcèlement et de manœuvres d'intimidation. La police a eu recours à une force excessive lors de manifestations et dans le cadre de l'application des restrictions destinées à protéger la santé publique. Plusieurs témoignages des cas pratiques de violation des droits humains ont été présentés au cours de cette cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs autres acteurs de défense des droits de l'homme au Bénin. Campagne électorale au Bénin, les responsables de la coordination communale de l'Union progressiste d'Abomey-Calavi étaient en conclave mardi dernier avec le président national du parti. Il s'agit pour Bruno Amoussou de rassurer les militants et de les inviter à sortir massivement pour aller voter le duo Talon Talata le 11 avril prochain. D'une séance de travail entre les coordonnateurs, les hauts dignitaires et les têtes couronnées, c'est plutôt à un meeting qu'a eu droit le premier responsable du parti Union progressiste à Abomey-Calavi, les 13 coordinations communales, les comités d'arrondissement de campagne, les membres du collectif des artisans et les têtes couronnées de la commune étaient de la partie, sans oublier les Amazones de l'Union progressiste. L'objectif d'une telle rencontre est précisé ici par Angelo Évariste Arwandinou. Le seul objectif qui nous réunit ici ce matin, c'est de recevoir de vous cette exhortation qui va encore nous propulser pour les quelques jours qui nous restent pour les campagnes présidentielles. Mais rassurez-vous, vos conseils, vos sages conseils ont été mis en application et nous sommes en train de gagner sérieusement du terrain. Le soir du 11 prochain nous donnera raison. En prenant la parole, Bruno Amoussou s'est dit satisfait de la mobilisation et a pris le temps d'expliquer pourquoi il faut sensibiliser les uns et les autres à faire le choix du duo Talon Talata. D'abord, c'est une revue de troupe pour voir si tout est en ordre. Et je constate que tout est en ordre et en bon ordre. Vous aurez accueilli le candidat lui-même. Je vous demande de vous préparer et de lui réserver l'accueil qu'il mérite et de montrer que cet accueil est avant la séance de dimanche où vous allez lui témoigner encore davantage dans les urnes ce que vous pensez du programme qui a été appliqué et ce que vous pensez des propositions qui sont faites. C'est cela que je suis venu vous dire. La séance, égayée par plusieurs artistes locaux, vient rappeler aux militantes et militants de l'Union progressiste l'arrivée très prochaine du candidat Patrice Talon sur le sol de Fofo Djaka. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, Claudine Afiavi-Prudencio, était également mardi dernier avec les populations des arrondissements de Godomey et de Calavi. Elle est allée solliciter leur suffrage en faveur du candidat Patrice Talon. De l'UDBN venu de Togudo, de Gogohundi, Maria Gleta, Yenadjo, Weto, Wome Sodo et bien d'autres étaient au rendez-vous. Au cours de son adresse aux populations massivement sorties, Claudine Prudencio est revenue sur les réalisations de Patrice Talon ces 5 dernières années. La lutte contre la corruption est devenue une réalité dans notre pays, ce qui est normal parce que depuis 1960, si
cette lutte contre la corruption était une réalité effectivement dans le pays, notre pays ne serait plus au niveau où le pays était en 2016 quand le président Patrice Talon a pris le pouvoir. Alors, le président Talon travaille, il fait des routes, il donne de l'eau source de vie, l'électricité. Les enfants ont au moins un repas chaud par jour. Plus de 800 000 enfants ont un repas chaud par jour. Le président Patrice Talon a tout fait pour que la digitalisation, c'est-à-dire les actes administratifs, on les a en un clin d'œil. Même si tu es à Tchoumi ou bien quelque part, tu peux demander ton casier judiciaire et l'obtenir en un clic. C'est important. Le visa est devenu numérique pour les étrangers. Et rapidement, quand tu demandes ton visa pour arriver au Bénin, tu l'as. Que veut le peuple? Donc le président Patrice Talon travaille. Donc je demande à tous mes militants de voter massivement pour lui pour qu'on puisse obtenir les 98,5%. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a par ailleurs rassuré les uns et les autres d'un scrutin apaisé pour le 11 avril prochain et les invite donc à sortir massivement pour accomplir le geste qu'il faut. J'ai dit à mes militants qu'on n'aura rien du tout de sortir massivement le 11 avril pour aller voter. Parce que les gens sont en train de dire, dans le pays, ils sont en train de demander aux militants de ne pas sortir pour aller voter, ce qui n'est pas vrai. Il faut sortir massivement pour voter parce que le président Patrice Guillaume Atanas Talon n'a rien fait de mal à quelqu'un. Occasion pour l'artiste Nicanor, qui est tête de la partie, d'appeler tout le peuple à œuvrer pour la paix. Nous voulons un Bénin de paix, parce que la paix est au début et à la fin de toute bonne chose. Nous voulons un Bénin de paix. Un Bénin de paix, c'est un message de l'UDBN, de sa présidente, de tous les jeunes du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Bénin d'abord. Le Bénin. À travers cette sortie, la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio et son bureau exécutif national ont donné la preuve supplémentaire de leur engagement de faire gagner au premier tour le duo Talon-Talata. L'actualité hors du continent, l'Union européenne est confrontée au casse-tête de la défiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca. La commissaire européenne à la santé appelle à parler d'une même voix alors que chaque pays restreint son utilisation pour rassurer sa population. Un possible lien entre l'AstraZeneca et la formation de caillots sanguins, c'est le verdict rendu par l'Agence européenne des médicaments lors d'une visioconférence très attendue. L'AEM qui suggère d'ajouter la formation de ces thromboses à la liste de ce qu'elle décrit comme de très rares effets secondaires, sans toutefois identifier un facteur de risque spécifique. Sur la base des résultats actuellement disponibles, des facteurs de risque spécifiques tels que l'âge, le sexe ou les antécédents médicaux n'ont pas pu être confirmés, car les événements rares sont observés à tous les âges, aussi bien chez les hommes que les femmes. Une explication plausible de ces effets secondaires rares est une réponse immunitaire au vaccin, entraînant un état similaire à celui observé chez les patients traités à l'héparine. Un vaccin efficace et qui sauve des vies pour l'AEM, qui précise que la balance bénéfice-risque reste positive. Même son de cloche du côté de l'Organisation mondiale de la santé, qui estime qu'un lien très rare entre le vaccin et les caillots sanguins était plausible, mais non confirmé. Le Royaume-Uni, lui, recommande de limiter le vaccin AstraZeneca aux plus de 30 ans. Les autorités sanitaires britanniques ont précisé que sur 79 signalements de caillots sanguins, 19 personnes vaccinées à l'AstraZeneca étaient décédées. En tout, plus de 20 millions de doses du vaccin ont été administrées dans tout le Royaume. En Belgique, suite au compte-rendu de l'Agence européenne des médicaments, le ministère de la Santé a déclaré réserver le vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans. Dans la foulée, l'Union européenne a déclaré appeler les 27 à parler d'une seule voix pour ne pas nourrir la défiance du public.
D'Israël ce mercredi soir aux récentes discussions entre l'Iran et la communauté internationale qui tente de sauver l'accord de Vienne. Benjamin Netanyahou s'est opposé à tout retour des États-Unis dans cet accord. Selon le Premier ministre, la diplomatie américaine au Moyen-Orient tranche avec celle de son prédécesseur. Alors que Donald Trump avait unilatéralement retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, la nouvelle administration américaine pourrait faire machine arrière, un changement de politique étrangère sous l'ère Biden qui fâche Israël et en particulier Benjamin Netanyahou. L'accord nucléaire avec l'Iran qui lui a permis, dans le cadre d'une autorisation internationale, de poursuivre le développement d'un arsenal nucléaire est à nouveau sur la table. Mais l'histoire nous a appris que de tels accords, avec des régimes aussi extrémistes, ne valent pas grand-chose. Même à nos meilleurs amis, je dis, ne nous trompons pas. Un accord avec l'Iran qui ouvrirait la voie aux armes nucléaires, des armes qui nous menacent d'extinction, ne nous engagerait en aucune façon. Il y a une chose qui nous engage, empêcher ceux qui cherchent notre extermination de mettre leur complot à exécution. Une inquiétude grandissante de l'État hébreu au moment où les discussions continuent entre Téhéran et la communauté internationale pour tenter de sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Pour la première fois depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, les États-Unis ont repris des négociations après les avoir désertées sous Donald Trump. Un changement de cap dans le dossier iranien, un nouveau souffle aussi donné par Washington ces dernières heures dans le conflit israélo-palestinien. Les États-Unis ont annoncé ce mercredi la reprise de leur aide aux Palestiniens contre la vie d'Israël. En reprenant cette aide aujourd'hui, non seulement nous avons ce dialogue, mais nous avons un siège à la table. Nous pouvons aider l'UNRWA de la manière dont nous pensons qu'il est dans notre intérêt et conforme à nos valeurs de le faire. Il est évident qu'il y a des domaines dans lesquels nous aimerions voir des réformes. Nous continuerons à être dans une position encore meilleure pour conduire et orienter l'UNRWA dans une direction que nous pensons être productive et utile. Washington s'est engagé à verser 235 millions de dollars à l'agence onusienne qui vient en aide aux réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient. L'administration Biden qui réaffirme par ailleurs son soutien à une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien. Une politique étrangère qui s'oriente vers un nouveau départ dans les relations entre les États-Unis et l'autorité palestinienne. Des relations diplomatiques interrompues sous la présidence de Donald Trump. Et puis Londres a notifié à l'ambassadeur Birman la fin de son mandat au Royaume-Uni. Il a été évincé par des proches de la junte qui a renversé le 1er février dernier en Birmanie Aung San Suu Kyi. Depuis, les militaires répriment les manifestants. Le bilan fait au moins 500 morts. Presque un brin désabusé, l'ambassadeur de Birmanie à Londres dans l'incapacité de se rendre sur son lieu de travail. C'est une sorte de coup d'État. Ok, merci. Qui est dans le bâtiment? L'attaché militaire occupe mon ambassade. Le ministre plénipotentiaire birman en poste depuis 2013 a expliqué que des membres de l'armée birmane se sont introduits hier juste après son départ de l'ambassade. Ces derniers affirment avoir reçu directement leurs ordres de la capitale Naypyidaw. Quelques heures plus tard, l'ambassadeur est démis de ses fonctions. Ce jeudi matin, le service administratif de la junte militaire a notifié au ministère britannique des Affaires étrangères la fin de la mission de leur désormais ex-représentant. Ce dernier est menacé depuis quelques semaines après avoir dénoncé le coup d'État du 1er février et appelé à la libération de l'ancienne chef du gouvernement Aung San Suu Kyi, assignée à résidence. Un ambassadeur est un diplomate. Il choisit donc la voie diplomatique. La réponse à la crise actuelle ne peut se trouver qu'à la table des négociations. La diplomatie est la seule réponse et la seule issue à l'impasse actuelle. Avant cette démission, le gouvernement britannique a condamné les actions d'intimidation de la junte militaire et salué le courage de l'ambassadeur birman.
Hier, en fin de journée, une manifestation s'est également déroulée devant l'ambassade. La police britannique sur place n'a procédé à aucune arrestation. À plus de 8000 km, la situation, elle, est davantage tendue. Dans la ville de Kyokme, au centre de la Birmanie, des manifestants barricadés ont été dispersés hier par les forces de l'ordre à l'aide de gaz lacrymogène. Au centre comme au sud, la pression populaire ne faiblit pas. Les partisans d'Aung San Suu Kyi font entendre leur voix. À pied, à deux roues, le signe à trois doigts, synonyme de liberté, présent dans chaque défilé. Enseignants et étudiants déterminés dans les rues de Daiwei. Alors que l'ONU dénonce des crimes contre l'humanité, les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont sanctionné des membres placés du régime militaire. La junte a de son côté dénoncé mercredi dans un journal d'État les travailleurs en grève qui cherchent à détruire et paralyser le fonctionnement du pays. Son commandant en chef a assuré résoudre cette crise de manière démocratique. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.